Merci Eliane. Merci Karine Vantuin. Merci Chimera Rossa. Je pense que ça n'a pas fait trop mal, non? Merci Michel Dussault. Nous arrivons maintenant à la quatrième partie, à la dernière. Nous allons accueillir Sename Kofi Agbojinou pour une présentation, lecture, intervention de 15 minutes. Et ensuite, nous allons pouvoir pleinement profiter de la musique de Lionel, puisqu'il va prendre une douzaine de minutes, c'est ce qui est marqué sur le programme. Et nous allons pleinement profiter évidemment de l'illustration du travail en direct, qui est particulièrement difficile, puisque vous n'avez pas tellement de guide, vous n'avez pas de scénario préconçu. Donc nous allons pouvoir admirer le travail de Arnaud Tetlan et de Lou Herman. Bonsoir. Savez-vous quel est le mensonge le plus commun, le plus gros aussi, celui que nous répétons le plus souvent et qui devrait nous faire sourire si nous avions conscience de son énormité? Ce mensonge-là, c'est « je pense ». Chaque fois que vous dites « je pense », il y a de fortes chances que vous soyez en train de mentir. Car je pense rarement. La plupart du temps, sous la prétention de penser, nous ne faisons qu'agiter un petit territoire intellectuel dans un espace plus vaste qui lui est figé, qui est le paradigme. Et donc c'est généralement le paradigme qui pense pour nous, qui nous pense. Et on s'autorise très peu, je, à advenir réellement. Et ce faisant, on convoque le néant, puisque vous savez qu'il n'y a d'être que pensant. Si on est si peu enclin à penser, ou à laisser je advenir, c'est généralement pour deux raisons. Souvent, on est installé dans une sorte de confort, dans une espèce de paresse qui nous fait dire que même si les situations sont très graves, le confort du paradigme est peut-être plus préférable à quelque chose vers lequel on tendrait qui ne serait pas maîtrisé. La deuxième raison, souvent, c'est que le paradigme qui est une construction historique nous paraît comme quelque chose d'indépassable, de final, de terminal. Et donc, on ne s'autorise pas à le bousculer. Et donc, je n'apparaît donc jamais. Et pour que, une fois je s'autorise réellement à être, à advenir, il faudrait que nous soyons en face d'une situation suffisamment inédite qui nous bouleverse au point de nous faire faire cette révolution conceptuelle. Et il me semble que c'est le bon sens à donner à urgence. L'urgence, c'est ce qui devrait être libérateur du jeu. Si on regarde par là, on pourrait considérer par exemple que la situation que nous vivons en ce moment est une urgence. Mais qu'avons-nous fait?
nous sommes restés engoncés dans le paradigme. Nous avons manqué de saisir l'opportunité de l'urgence et nous avons investi l'état d'urgence, permanence. Alors j'aimerais vous proposer une autre urgence qui se propose, beaucoup plus violente en réalité que ce que nous connaissons maintenant, si on l'analyse bien. Et donc cette urgence, si les démographes ont raison, c'est la ville africaine de demain. Parce que ce qu'on nous prédit est exceptionnel à tout point de vue. Donc il faut savoir, pour vous donner quelques chiffres, que la population de ce continent aura doublé d'ici 2050. C'est 1 humain sur 4 qui sera devenu africain. Et en 2100, ce sera 1 humain sur 3. Et l'Afrique, les villes africaines compteront grosso modo pour le 6e de l'urbanité mondiale d'ici 2050. Et très vite, on aura à peu près 13 villes, les plus importantes sur 20, qui seront localisées sur ce continent-là. Et je peux vous assurer que si on reste dans le paradigme actuel et qu'on aborde ce challenge comme nous avons abordé la crise que nous vivons aujourd'hui, nous sommes sûrs de convoquer le chaos. Parce que, encore une fois, l'humanité sera devenue essentiellement africaine. Et si elle se projette sur un modèle occidental, on aura accéléré formidablement ce que nous appelons depuis quelques jours ici l'Anthropocène. Et je me souviens qu'hier, les lycéens disaient que si chaque humain devait vivre comme un Européen, eh bien, il faudrait 3 planètes. Et au rythme où c'est parti, c'est un peu ce qui se propose. Et j'aimerais qu'on fasse un exercice un peu double. D'abord, celui de rester dans le paradigme actuel pour voir quel pourrait être le destin pour l'Afrique et pour le monde. Et ensuite, faire un petit, avoir la petite originalité de faire advenir jeu et de s'autoriser à s'émanciper du paradigme, de rompre avec les catégories et d'oser des approches qui pourraient paraître contre-intuitives relativement, encore une fois, à ce paradigme qui est aujourd'hui le logiciel du monde, qui est le paradigme occidental matérialiste. Donc si on s'autorisait, ou si d'abord on restait engoncé dans le paradigme, quels pourraient être les dangers? Alors, le premier danger est environnemental. Vous l'avez tous compris. Si les 380 millions d'Africains qui vont venir s'ajouter d'ici 15 ans étaient tous dans la tendance actuelle d'extraversion et de fascination du modèle occidental et voulaient tendre vers le même niveau de vie qui est le vôtre, eh ben, il est sûr que le berceau qui nous contient tous aujourd'hui ne pourrait pas le supporter. Et donc les Africains qui, pour l'instant, ont une part marginale à tous les problèmes dont nous parlons depuis quelques jours, pourraient rattraper très rapidement ce retard et cela créerait un problème tout à fait inattendu. Deuxième danger, c'est le danger de congestion. Il faut savoir que les villes qui se proposent sont des villes, régions, des villes à cheval sur plusieurs pays, dans un continent où les pays sont des sortes d'enclos plus ou moins encore coloniaux, où les frontières n'ont pas été décidées par les Africains eux-mêmes. Et donc, il y aura une difficulté à bouger pour les Africains. Le corset colonial va devenir de plus en plus contraignant et les gens seront encore plus tentés de prendre la mer. Et il y a un autre danger qui est le danger masse. J'emprunte ce terme au philosophe Ortega de Gasset. Il appelle
l'effet masse, les circonstances particulières où les technologies deviennent très démocratisées, mais elles ne sont pas épanouissantes pour l'individu. C'est un peu ce qui se propose en Afrique. La jeunesse africaine a de plus en plus accès aux nouvelles technologies, mais elle ne semble pas s'épanouir dans l'usage de ces technologies-là. Et au lieu de développer des habitudes intellectuelles, on a plutôt de plus en plus de manifestations délirantes. Et c'est le délire qui devient la norme. Donc c'est un autre danger qui peut être d'autant plus fort qu'il pourrait être accompagné par le politique. Et si cette démographie dont je parle favorisait les régimes autocratiques, ceux-là même seraient tentés plutôt d'encourager la médiocrité pour ne pas se retrouver challengés. Et cela renforcera d'autant plus cet effet masse et son corollaire qui est la congestion géographique. Dernier danger, mais pas le moindre, vous savez tous que les nouvelles technologies mettent aujourd'hui l'humanité sous la menace d'une nouvelle forme d'impérialisme, une forme presque terminale d'impérialisme, qui est cet extrémisme logicien des nouvelles technologies du digital. Et bien, cet extrémisme logicien a, de mon point de vue, identifié ce continent comme le moyen de se réaliser le plus rapidement possible. Alors cet extrémisme procède par, je vais dire, deux prétentions et une intuition. La première prétention, c'est que, fatigué de vouloir forcer les États à fonctionner comme des entreprises, le capitalisme se dit aujourd'hui qu'elle atteindrait plus facilement son but en faisant des entreprises qui deviennent des États. Et donc demain, des entreprises qui battent monnaie, qui ont leur propre cour de justice, etc., etc. Et ce phénomène, qui peut vous sembler très lointain, pourrait se concrétiser très rapidement par un détour par l'Afrique, puisque le décideur africain, lui, n'opposera pas, et la société civile africaine n'a pas les vigilances que vous avez ici pour mettre à distance ce type d'horizon. Deuxième prétention du digital, c'est que pendant longtemps, le social a été le modèle des technologies. Avec les nouvelles technologies du digital, on a l'impression que le digital ou les technologies du digital se proposent de remplacer le social et de faire du social à la place du social. Et donc de se couler dans le moule social. Et comme ces technologies du digital fonctionnent beaucoup sur des logiques de pair à pair, et que ces logiques de pair à pair sont le fondamental des structures sociales africaines, il se pourrait que ce but des technologies de devenir du social et de devenir un pis-aller du lien de groupe se réalise plus facilement si ces technologies sont adoptées massivement par les Africains. Elles écraseraient donc les structures sociales d'autant plus rapidement, et par le nombre, elles s'imposeraient aussi ici en Occident. L'intuition maintenant des nouvelles technologies, c'est que les nouvelles technologies envisagent la ville réellement comme leur horizon. Les technologies du digital ont senti qu'il y avait un déplacement des combats et des luttes de classe de l'usine vers la ville. C'est-à-dire qu'avant, maintenir les gens à l'usine, c'était le moyen unique à la fois de les exploiter, d'utiliser leur force de travail et aussi de les surveiller. Dans le capitalisme en reconfiguration, dans le capitalisme digital, on a plutôt intérêt à ce que vous soyez dans la ville et chez vous, enfermés. Parce que le fait d'être enfermé et d'être sur des devices technologiques est le moyen de prendre aujourd'hui ce dont le capitalisme a besoin, la donnée. Donc on part vers un nouvel extractivisme, une nouvelle exploitation, et aussi le même moyen de vous surveiller, puisque tant que vous êtes sur Facebook, Google, etc., on sait ce que vous faites et on peut avoir des informations sur vous. Donc le capitalisme va nous pousser de plus en plus à l'intérieur, dans nos habitacles, puisqu'on n'a plus d'habitation. Et il y a une grosse tendance à produire de la ville, parce que la ville est la forme qui permet l'accumulation d'habitacles. Et comme l'avenir de l'homme étant urbain, mais la question de la ville africaine, les big tech et les technologies du digital ont aussi identifié ce continent comme le lieu où il fallait d'abord se positionner
pour réaliser plus globalement leur destin qui est de vendre à une échelle toujours plus étendue. Bon, maintenant, je vais laisser parler et m'émanciper complètement dans la minute 30 qui me reste du paradigme pour jeter en vrac quelques pistes qui seraient un peu une tentative de proposer des choses plus réjouissantes et qui tireraient profit de cette urgence. Donc, première suggestion, contre la tendance d'assécher le naturel en nous repoussant chez nous et d'amoindrir, de faire tarir le lien, parce que tant qu'on est dans la nature et tant qu'on échange avec les gens, c'est du temps en moins sur des devices technologiques et donc moins de données à libérer. Eh bien, penser une ville de la radicalité de l'organique, et donc une ville où on fait rentrer de la nature, ou une ville qui est conçue pour multiplier les liens. Et dans cette configuration-là, en Afrique, il faudrait une révolution féminine, puisque les femmes sont les gardiennes à la fois de cette relation à la nature et les gardiennes du lien. Contre le capitalisme digital, un communalisme de plateforme où les quartiers développeraient eux-mêmes toutes les technologies grâce à des dispositifs qui seraient créés qui permettraient de collecter des déchets, de trouver à manger, etc., etc. Contre la communication générale, la grande cité mondiale en formation basculer vers une logique de vernacularité et dans la ville, créer des sortes d'îlots où les gens, dans la proximité et à l'échelle, se remettraient à récupérer du pouvoir de faire des choses. Voilà, je n'ai pu partager avec vous que 3 propositions complètement contre-intuitives, mais qui seraient la manifestation de mon jeu, et ce sera ma contribution de ce soir à un effort global pour décoloniser le futur qui se présente. Merci.